Salut tout le monde et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre notre exploration. Alors, on a vu la dernière fois comment l'intelligence collective hyperactive et notre connexion permanente, ça nous épuise le cerveau, quoi. Ouais, cette fameuse fragmentation de l'attention, c'est devenu notre quotidien. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va remonter un peu dans le temps, à la source matérielle du problème. On va plonger dans une solution qui est super radicale et complètement contre-intuitive. Et c'est essentiel parce que si on ne comprend pas la racine du problème, on ne peut pas vraiment le régler. Exactement. Alors, posons les bases avec un paradoxe historique assez dingue. Dans les années 80 et 90, l'arrivée des ordinateurs personnels, ça devait propulser notre productivité vers les étoiles, non? Ah bah, sur le papier, c'était la révolution absolue. Le monde de l'entreprise allait devenir une utopie d'efficacité. Voilà. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les statistiques montrent carrément l'inverse. L'ordinateur, en fait, il nous a ralenti. La productivité a stagné. C'est fascinant, hein? Ok, décortiquons un peu ça. Pourquoi une invention aussi puissante a pu freiner l'efficacité à ce point? Bah, c'est la grande erreur de cette époque. Et le pire, c'est qu'on en paie encore le prix aujourd'hui. En fait, on a confondu deux trucs très différents. L'autonomie technologique d'un côté et l'efficacité de l'autre. D'accord. Mais en quoi l'arrivée d'un écran sur un bureau a pu créer ce chaos? Parce que bon, ça a quand même facilité plein de choses. Oui, mais il faut s'imaginer l'entreprise avant le PC. À l'époque, ça fonctionnait comme une pyramide classique. Tu avais une énorme base de personnel de soutien, des secrétaires, des dactylographes, des gens au courrier. Ouais, une vraie armée logistique, quoi. C'est ça. Et cette base, elle soutenait un groupe beaucoup plus restreint, au sommet les cadres, les chercheurs, les spécialistes. Mais l'ordinateur a rendu les tâches administratives apparemment super faciles. Du coup, n'importe qui pouvait taper un texte ou organiser un planning. Voilà. Et financièrement, pour les directions, ça ressemblait à une aubaine inespérée. J'imagine bien. Ils se sont dit qu'ils allaient faire des économies monstres. Totalement. C'est ce que l'économiste Peter G. Sassone a appelé la pyramide inversée dans son étude. Pour rentabiliser l'achat de ces ordinateurs qui coûtaient une blinde, les entreprises ont massivement licencié le personnel d'assistance, travailleurs hautement qualifiés qui devaient se débrouiller seuls avec leur clavier. Mais attends, je t'arrête 2 secondes. Je comprends que ça crée de la surcharge, mais franchement, taper un texte soi-même sur Word, c'est plus rapide que de le dicter, d'attendre qu'on le tape, de corriger les fautes. Enfin, l'argument économique m'échappe un peu. Pourquoi l'entreprise perd de l'argent au final? C'est une super question. Et en fait, c'est l'illusion d'optique dans laquelle on est tous tombés. La perte financière, elle n'est pas dans le temps d'exécution de la tâche, en elle-même. Elle est dans le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité. Ouais. Sassone a calculé qu'en voulant économiser sur le personnel de soutien, les boîtes ont en fait perdu environ 15% de leur coût de personnel. Ah oui, quand même. 15%. Parce qu'elles ont détruit la spécialisation de leurs meilleurs éléments. Ah, je vois. C'est comme l'histoire du meilleur avocat de la ville. S'il facture 500 euros de l'heure pour analyser des dossiers hyper complexes, ça n'a aucun sens économique de le voir taper ses propres comptes rendus à 2 doigts sur son clavier. Exactement, c'est une hérésie totale. L'entreprise paye un salaire d'avocat de haut vol pour des tâches de secrétariat de base. Ce qui est absurde, c'est chaque minute passée sur Outlook qui est volée à l'analyse juridique. Et pourtant, l'ordinateur nous a tous poussés à faire ça. Complètement. Sur le papier, la machine a transformé nos meilleurs ingénieurs et chercheurs en dactylographes amateurs. D'ailleurs, ça me fait penser à cette anecdote géniale de l'auteur. Il cite un article paru dans The Chronicle of Higher Education. Et le titre, écoute bien, c'est «L'email rend-il les professeurs stupides?» Ah oui, c'est très provocateur. Ouais, mais tellement vrai. L'article montre comment la production intellectuelle des universitaires, leur recherche fondamentale, elle s'effondre littéralement sous le poids des micro-tâches. C'est tragique, ce sont les esprits les plus pointus de notre société. Et ils passent leur journée à remplir des notes de frais sur des intranets mal foutus ou à réserver des billets de train au lieu de chercher. La spécialisation se dilue complètement. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment alarmant pour notre époque. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant aussi. Parce que si on a compris que cette pyramide inversée, c'est un gouffre cognitif et financier, comment on s'en sort? On va pas jeter nos Macs par la fenêtre et re-embaucher des armées de secrétaires? Non, bien sûr que non. La solution, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le principe de spécialisation. Le principe de spécialisation. Ouais. L'idée centrale, c'est de privilégier la qualité à la quantité pour générer des gains de productivité monumentaux. En gros, faire moins pour produire plus. D'accord. Mais ça sonne un peu comme une phrase de développement personnel sur Instagram, non? Ça peut en avoir l'air, oui. Mais dans la pratique, c'est redoutable.
Laisse-moi te donner l'exemple de Sam, un cadre dans la Silicon Valley, dont l'histoire est racontée dans le livre Essentialism. Vas-y. Sam, c'était le bon soldat classique. Il disait oui à absolument tout. Il était en copie de tous les emails, il allait à toutes les réunions inutiles au cas où il corrigeait le travail des autres. Le profil type qui va droit dans le mur et finit en burn-out, quoi. Il y était, au bord du burn-out, tellement épuisé que son entreprise lui a carrément proposé une pré-retraite. Ah ouais, le signal d'alarme ultime. C'est ça. Mais au lieu d'accepter, Sam s'est dit « j'ai plus rien à perdre ». Je reste, mais je change radicalement ma façon de bosser. Et il a fait quoi? Il a arrêté net les réunions qui ne concernaient pas sa spécialité, il s'est mis à ignorer les boucles d'emails sans fin, et il refusait carrément les tâches périphériques. Waouh! Mais attends, dans la vraie vie, dans 99% des boîtes, tu fais ça, tu te fais virer pour insubordination, non? C'est ce qu'on se dit tous, on a tous peur de paraître snob ou de pas jouer le jeu de l'équipe. Ah oui, ne pas répondre aux mails, c'est super mal vu. Et pourtant, regarde le résultat pour Sam, personne ne l'a renvoyé. Mieux encore, en éliminant tout ce bruit, la qualité de son travail de fond a explosé. Ah bon? Ses boss ont accepté ça. Oui, parce que les résultats étaient là. En fait, il est devenu tellement bon dans sa spécialité qu'il a reçu la plus grosse prime de sa carrière cette année-là. Non mais c'est fou. Ça prouve que, in fine, les entreprises récompensent la valeur réelle qu'on produit, pas l'agitation visible. Exactement. Mais bon, l'histoire de Sam, ça reste quand même une initiative perso, un peu rebelle. Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est le système entier qui fonctionne comme ça? Oui, et l'exemple le plus extrême, c'est dans le monde logiciel, avec la méthode XP, l'Extreme Programming. Extreme programming? Ça sonne intense. Ça l'est. Dans une équipe XP, les développeurs sont littéralement protégés de toute tâche administrative. Pas de réunion inutile, pas d'email client, rien. Ils font quoi du coup? Ils codent. C'est tout. C'est leur spécialité absolue. Et le résultat est stupéfiant. Une équipe de 8 à 10 développeurs XP abat le même travail que 40 à 50 développeurs dans un modèle classique. Attends, vraiment, 8 personnes qui font le taf de 50, c'est un rapport de 1 à 5? Oui, et ça s'explique très bien par les neurosciences. C'est-à-dire? À cause du temps gagné sur les réunions. Pas seulement, c'est surtout une question d'énergie mentale. Quand un développeur classique est interrompu par un mail logistique, même s'il met que 30 secondes à y répondre, son cerveau subit un changement de contexte. Le fameux résidu d'attention. Exactement. Une partie de son cerveau reste bloquée sur le mail. Ça draine une énergie folle et ça multiplie les erreurs. En XP, on supprime ça. Zéro changement de contexte. C'est brillant. Mais je me fais l'avocat du diable. C'est bien beau dans une start-up de la Silicon Valley ou pour des codeurs. Mais si t'es dans une boîte très traditionnelle, tu peux pas juste dire à ton boss « Désolé, je lis plus mes mails, je fais de l'extreme programming ». C'est sûr que ça passerait mal. Alors, concrètement, comment on applique ce principe de spécialisation sans se faire virer? Il faut bien des stratégies pratiques. Absolument. Et il y a plusieurs stratégies. La première, c'est de déléguer et de sous-traiter. C'est accepter de payer un coût à court terme pour un gain énorme à long terme. Ok, t'as un exemple? Prends un entrepreneur comme Scott, qui a sous-traité toutes ses tâches chronophages, même si ça a plombé ses marges au début. Ou regarde Pat Flynn, le podcasteur. Oui, lui, il s'est attaqué à la fameuse illusion de l'inbox zéro, non? C'est ça, le mythe toxique de la boîte de réception vide. Mon Dieu, cette addiction psychologique. On se sent tellement productif quand il n'y a plus de mails non lus le soir. Alors que c'est souvent de la fausse productivité. Pat Flynn a compris que gérer ça lui bouffait l'énergie dont il avait besoin pour créer son contenu, qui est sa vraie spécialité. Et donc, il a fait quoi? Il a embauché quelqu'un juste pour gérer ses emails. Ça lui a coûté cher, mais l'énergie libérée lui a permis de créer des projets qui ont largement remboursé ce coût. Super. Pour un indépendant ou un patron? Mais si t'es salarié? Là, on passe à la deuxième stratégie. Échanger son autonomie contre la responsabilité. Ah oui, l'histoire d'Amanda dans le livre, c'est hyper inspirant. Raconte. C'est un super cas d'école. Alors, Amanda, elle est ingénieure dans un cabinet où la culture de l'email permanent est juste insupportable. Faut répondre à la seconde, tu vois le genre? Le cauchemar classique de l'open space. Voilà. Sauf que son cabinet devait absolument réussir une transition technique majeure, passer de la modélisation 2D à la 3D, un truc hyper complexe que personne n'arrivait à faire à cause des interruptions constantes. Et elle a vu l'opportunité. Exact. Elle a négocié un truc de fou, elle a dit à ses boss « Je prends la responsabilité totale de cette transition 3D, mais en échange, je bosse à distance et je me coupe de la communication quotidienne. » Elle est devenue la spécialiste intouchable. Ce qui est fascinant ici, c'est le risque immense qu'elle a pris. Un risque? Comment ça? Quand tu t'extrais de la culture de la réponse rapide, tu peux plus faire semblant d'être occupé. Ah ouais, la fameuse productivité visible. Brasser de l'air sur les messageries pour avoir l'air de bosser.
Exactement. Là, pour Amanda, l'évaluation se fait uniquement sur la valeur réelle produite. Si sa transition 3D échoue, elle n'a aucune excuse. Ça demande une transparence totale, comme pour les développeurs XP. C'est clair qu'il faut être sûr de ses compétences. Mais et si toute une équipe veut se déconnecter temporairement sans faire paniquer la direction? Là, on utilise la troisième stratégie, les sprints de développement, popularisés par Jack Knapp. Ah, les fameux sprints de 5 jours. Voilà, 5 jours complets, isolés de toute technologie, pour résoudre un problème critique. Pas de PC, pas de téléphone. Sérieusement, 5 jours sans Slack ni email? Je connais des managers qui feraient une syncope. C'est pour ça que Knapp a instauré une soupape de sécurité géniale, le répondeur automatique. Ah, le message d'absence. Oui, l'équipe met un message disant « Nous sommes en sprint d'innovation, on ne lira aucun message cette semaine ». Et psychologiquement, c'est brillant, Pourquoi? parce que ce message, il sert moins à prévenir les autres qu'à rassurer l'équipe elle-même. Savoir que le monde est prévenu, ça enlève la pression de devoir répondre. C'est une déconnexion sans culpabilité. C'est vrai que de se donner l'autorisation d'être injoignable, c'est un soulagement énorme. Totalement. Mais bon, on soulève une objection évidente là. Si t'es tout seul, genre freelance, ou juste un employé sans équipe, sans budget pour un assistant, et sans le pouvoir de négocier comme un mandat. C'est le cas de beaucoup de monde. Comment tu fais pour appliquer ça si tu n'as aucun pouvoir hiérarchique? T'es condamné à la fragmentation. Non, heureusement, il y a une méthode très pragmatique. C'est le concept des personnalités multiples. Des personnalités multiples. Oula, ça devient clinique notre affaire. Non, mais en gros, tu divises ton propre cerveau et ton emploi du temps en 2 rôles distincts. La simulation du pôle d'assistance. Ok, explique-moi ça. Tu te crées des créneaux horaires très précis. Par exemple, de midi à 13 h et de 15 h à 17 h. Pendant ces blocs, tu joues à 100% le rôle de l'assistant administratif. Donc pendant ces heures-là, j'abats de l'administratif à la chaîne. Voilà. Tu vides l'inbox, tu remplis les notes de frais, tu organises l'agenda. T'es une machine de logistique. D'accord. Et le reste de la journée? Le reste du temps, l'assistant disparaît. Tu deviens le spécialiste intouchable. Tu produis de la valeur réelle. Tu réfléchis, tu crées. Et surtout, tu n'ouvres jamais, au grand jamais, un email. L'alternance constante, c'est ça qui détruit le cerveau. La séparation hermétique le sauve. Exactement. C'est le mélange des genres qui nous épuise. Et d'ailleurs, pour aider à maintenir cette séparation, l'auteur donne une astuce ultime que je trouve géniale. Ah oui, l'histoire des 2 adresses. Ouais, utiliser 2 adresses e-mail complètement différentes. Une adresse pour le moi administratif, genre pour les réunions, la paperasse, les trucs RH. Et une autre adresse. Une adresse secrète pour le moi spécialiste, dédiée uniquement au travail profond, la recherche, avec juste 1 ou 2 collaborateurs proches. C'est une méthode redoutable. Ça crée une barrière physique et psychologique. Quand tu ouvres la boîte du spécialiste, ton cerveau sait qu'il est en mode concentration profonde. Il n'est pas agressé visuellement par une demande de note de frais. C'est fou quand on y pense. Si on prend un peu de recul sur toutes ces stratégies, on se rend compte que l'avenir du travail intellectuel, ça ressemble pas du tout au chaos moderne de l'open space hyper connecté. Non, pas du tout. En fait, si on veut synthétiser, l'avenir s'approche plutôt d'une version ultramoderne du bureau des années 50. Les années 50, c'est pas un peu rétrograde? Pas dans le mauvais sens du terme. À l'époque, il y avait un filtre humain entre le monde extérieur et le cerveau du spécialiste. Demain, nous aurons ce qu'on appelle des médiateurs du capital d'attention. Des médiateurs du capital d'attention, ça claque comme titre. Ça sera peut-être des interfaces intelligentes invisibles ou des IA très poussées. Le rôle sera de protéger le temps des spécialistes, de filtrer le bruit pour qu'ils puissent réellement créer de la valeur sans être interrompus. Retrouver le droit de se concentrer en fait. C'est pas un luxe, c'est vraiment devenu une nécessité économique et même psychologique. C'est la seule porte de sortie. La seule façon de sortir de cette roue à hamster de la communication permanente. Parce qu'au final, la vraie valeur ne se trouve pas dans notre capacité à répondre vite, mais dans notre capacité à penser profondément. Exactement. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.